Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence. On est très nombreux ce soir. Je suis très content et je suis très content de recevoir Philippe Murer ce soir. Vous pouvez l'applaudir pour ça. Donc, dans le cadre des conférences organisées par les Patriotes du Rhône, on va aborder aujourd'hui un sujet qui nous paraît de la première importance, notamment à l'approche des élections européennes. C'est ce rapport entre l'Union européenne et les politiques en matière d'immigration. Donc vous le savez, aux Patriotes, on est très attaché aux notions de souveraineté, on est en faveur du Frexit. On est également attaché aux questions d'identité. On est patriote, donc forcément on défend la patrie. La patrie, c'est la terre des pères, la terre des ancêtres. Donc on considère que la France, c'est pas uniquement un contenant, c'est aussi un contenu. On voit que beaucoup d'acteurs de la vie politique jouent les gros bras, font beaucoup de belles paroles sur les questions d'immigration, réduire l'immigration. Et on voit qu'en fait, ils se heurtent au mur du réel, notamment comme on le voit aujourd'hui en Italie avec le gouvernement Meloni. On considère que c'est un sujet très important. Et Philippe Murer, qui est avec nous ce soir, est économiste, spécialiste des questions de souveraineté. Il est également auteur. Et il s'est distingué au cours de ces derniers mois, ces dernières années, sur ce sujet-là, en débattant à de nombreuses reprises contre des tenants de la droite identitaire européiste et en montrant leurs contradictions. Donc on a la chance de l'avoir ce soir pour qu'il puisse développer son argumentaire sur ce sujet et montrer les contradictions de ces acteurs politiques-là et nous montrer la voie sur quelles seraient les vraies mesures à adopter pour agir concrètement sur tous ces sujets-là. Merci Martin pour l'organisation et à tous les patriotes de Lyon. Moi, c'est un peu un retour de source parce que je suis lyonnais à l'origine. Bon, j'ai été longtemps à Paris et là, j'en pouvais plus de Paris, donc je suis descendu. Je suis près de Saint-Lamy-de-Provence, voilà, donc c'était pas trop loin de venir et c'est un plaisir d'être parmi vous. Alors, on va faire une petite conférence de 40-45 minutes, je pense, autour. Et derrière, qu'on ait le temps de vous me poser toutes les questions que vous voulez, etc. Donc, je vous présente ça. On va essayer d'aller un peu en profondeur. Et vous allez voir comment on vous pipote à la télé, dans les médias et tous les candidats. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est l'immigration dans l'Union européenne. Là, je m'appuie sur les statistiques officielles par pays qu'ils envoient. Alors, l'INSEE les envoie à Eurostat, les Hongrois, etc. On va regarder donc déjà, puisque c'est immigration Union européenne, regardons ce qui se passe dans l'Union européenne. Donc, immigration illégale par an. Alors, il y a à peu près 885 000 illégaux en Europe qui rentrent en Europe chaque année. En fait, et il y en a 230 000 qui vont en Allemagne, 140 000 en France, Espagne, Italie et Danemark-Hongrie qui sont très faibles. Si vous regardez à part de la France, en fait, contrairement aux discours défaitistes et anti-France qu'on entend partout, et qui sont les discours de nos adversaires et pas nos discours à nous, eh bien, en fait, on a exactement la proportion, si vous faites le rapport 65 millions d'habitants sur les 440 de l'UE, et vous le multipliez par 885, vous tombez dessus. Donc, c'est très mauvais, le flux d'immigration qu'on a, mais c'est partout en Europe. Sauf dans deux pays que je vous ai mis là. En fait, il y en a trois, il y a la Pologne, mais dans deux pays, notamment, la Pologne, c'est pareil que la Hongrie. Danemark et Hongrie. Danemark et Hongrie, ils n'ont pas d'immigration illégale. Pourquoi ? Alors là, je vous ai pris un titre de valeur actuelle. Jouissant d'une option de retrait opt-out dans l'Union européenne sur l'immigration, le Danemark a les coups des franches en matière de politique migratoire. Donc il ne suit pas les autres. Pourquoi ? Parce que les Danois ont voté non à Maastricht en 92 et que l'Union européenne, pour leur dire non, non, revenez, ils les ont rattrapés par le bras, ils vont dire ok, sur l'immigration, vous faites un opt-out et vous faites ce que vous voulez. Mais ce qu'ils ont obtenu, c'est extrêmement difficile à obtenir, c'était parce que c'était ça où le Danemark ne rentrait pas dans Maastricht et ne suivait pas l'Union européenne. La Hongrie a aussi une immigration illégale très faible. Vous le savez, Orban clame haut et fort qu'il ne veut pas d'immigration. Et sur l'immigration illégale, il fait un bon travail. Ça, c'est clair. Bon, vous avez vu qu'il se frite avec l'Union européenne en permanence sur ce sujet-là. C'est dur, il a des subventions qui ne rentrent pas. L'Union européenne l'attaque sans arrêt, mais il y arrive. Mais il faut quand même bien remarquer qu'il y arrive aussi dans un pays où tout est fait pour y arriver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de base d'immigrés, puisque lui... Eux, ils sont entrés tard dans l'Union européenne, ils étaient encore dans l'Union soviétique en 1989. Ils n'ont jamais colonisé aucun pays, donc personne ne parle leur langue dans les pays notamment africains, qui sont les plus, qui migrent le plus.
c'est assez loin quand même de la Méditerranée, la Hongrie, c'est au nord, le climat, le niveau de vie est 3-4 fois plus faible qu'en France, il n'y a pas de protection sociale. Bon, c'est vrai que la protection sociale, c'est pas bon pour l'immigration, mais enfin, tout le monde en profite aussi. Protection sociale, c'est les retraites et l'assurance maladie, hein, notamment. Donc, ils ne viennent pas. Donc, ils y arrivent, effectivement. Mais, donc, c'est un pays très particulier. Et alors, ce qu'on voit maintenant, je vais vous montrer les flux d'immigration illégaux et légaux en Europe. Donc là, j'ai mis l'année 2021, qui est l'année avant la guerre en Ukraine. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Immigration illégale et légale par an, et je l'ai pris par million d'habitants pour comparer les pays de façon cohérente. Le Danemark, c'est le pays qui a le plus d'immigration. Vous voyez, les médias vous pipotent à 100%. Et vous pouvez aller le chercher vous-même parce que c'est facilement accessible, leur site internet, c'est en anglais, et vous pouvez retrouver ces chiffres. Donc, Danemark, le plus d'immigration. On nous dit qu'ils l'arrêtent. Non, ils arrêtent l'immigration illégale. Ils jouent sur les mots. L'Allemagne, le Danemark aussi, vous voyez bien que c'est une frontière de 60 km avec l'Allemagne, la mer Baltique. Donc, c'est assez dur d'y aller au niveau, d'aller au Danemark de façon illégale et de pénétrer. La Suède, la Hongrie et la Pologne ont plus d'immigration que l'Italie et la France. Donc, voilà, vous voyez le mythe que propagent les gens. Et les mensonges en politique, c'est catastrophique. Tous les gens qui vous disent qu'Orban n'a pas d'immigration, c'est un pipeau. Alors moi, je me suis quand même, quand j'ai vu les chiffres, j'ai été scotché et j'ai un ami qui est identitaire et qui travaille pour certains médias que j'ai rencontrés en France, qui est parti en Hongrie il y a 5 ans. Et je lui ai demandé, est-ce que c'est vrai ? Il me dit, ouais, c'est complètement vrai. Il y a de plus en plus d'immigration en Hongrie, ça augmente sans arrêt. Effectivement, il y a la moitié d'immigration européenne, mais l'autre moitié, c'est une immigration extra-européenne. Alors, ça ne vient pas vraiment des pays du Maghreb, ça vient plutôt d'Azerbaïdjan, de Kyrgyzstan, de tous ces pays musulmans du Moyen-Orient. Mais il y a énormément d'immigration et ça se voit dans la rue en Hongrie. Maintenant, ça commence à se voir dans la rue en Hongrie, même s'ils ont commencé avant la France. Donc, les gens qui vous pipotent en disant « ouais, la Hongrie, elle n'a pas de flux d'immigration », mensonge total. D'ailleurs, quand j'ai débattu avec le Galou, qui est un identitaire sur TV Liberté, il n'avait rien à dire à ça. Voilà. Il n'avait rien à dire à ça parce qu'en fait, il était dévoilé sur le mensonge qu'il balance. Voilà. Donc ça, c'est important. Maintenant, la situation en France, on fait un point rapide, c'est pas simple. J'ai trouvé une petite vidéo il y a une semaine, donc j'ai trouvé ça intéressant de montrer ce qu'il trouvait. En fait, le type, il a pris les bases INSEE de nouveau-nés en France, et il a regardé tous les prénoms musulmans. Lui, c'était pour l'islamisation, mais bon, ça a aussi un sens sur l'immigration. Donc, le nombre était à 0 dans les années 20, 40, 50. Ça a commencé à monter dans les années 60. Et là, depuis 2000, on est passé de 7% de prénoms musulmans donnés à presque 20%. Donc, ça donne un minimum pour les flux d'immigration, enfin pour les immigrés en France, voilà, c'est 20%, et on est probablement à 25% de nouveau-nés immigrés en France aujourd'hui. Et évidemment, en Seine-Saint-Denis, là, on est à 60%. Donc voilà, on est parti aussi de zéro. Hein. Dans les années 70, il n'y avait pratiquement rien. Alors, bon, je pense que la courbe a commencé à ce moment-là. Il n'y avait pas grand-chose, et d'un coup, ça a explosé. Donc on voit qu'on a un problème énorme d'immigration, mais tous les pays européens ont un problème d'immigration très important. Maintenant qu'on a fait ce point-là, on va regarder, vous en faites pas, on va le faire de façon très simple, le droit de l'Union européenne et les flux d'immigration. Ça, c'est le cœur du sujet. L'Union européenne, en fait, a créé une véritable nasse juridique qui empêche les États de gérer leurs flux d'immigration. Et c'est pour ça qu'on obtient ça. En fait, depuis le traité d'Amsterdam, donc ça fait 24 ans, 1999, la politique d'immigration est gérée principalement par l'Union européenne. Donc, depuis 20 ans, sont régies par le droit de l'UE les règles pour passer les frontières, c'est Schengen et tout ce qui va autour, les reconduites à la frontière des immigrés et des clandestins, la législation sur l'entrée et le séjour des immigrés, la politique des visas, c'est ça qui fait venir légalement des gens, l'obligation du regroupement familial. Donc en fait, l'emprise de l'Union européenne sur la politique d'immigration s'étend à tous les aspects de cette politique. Seul reste aux mains des États, à part pour le Danemark qui a plus de latitude, seul reste aux mains des États, en fait, comment on accorde la nationalité aux gens qui sont sur le sol. Et tous les textes juridiques européens, il faut comprendre, ils passent automatiquement dans le droit français, mécaniquement. C'est absolument imparable et obligatoire. Et donc, il s'applique en France. Alors, on va rentrer maintenant dans le détail.
L'Union européenne instaure ainsi un véritable droit au regroupement familial. Alors, donc on a une directive qui impose de faire venir, quand quelqu'un est en France, un immigré, il peut faire venir sa femme, ses enfants. Voilà, ça c'est le minimum. Et donc quand vous faites venir quelqu'un, évidemment, ça a un coefficient multiplicateur de 3 ou 4 directement. Le renvoi des clandestins, autre directive importante, il est rendu quasi impossible par l'Union européenne, la directive retour. On va les voir, je vous les montrerai. La directive retour. Donc le gouvernement, pour renvoyer un clandestin dont le droit de demande d'asile a été refusé, le retour est volontaire. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on lui dit « Bon, t'es gentil, t'as pas le droit de l'asile, hein, t'es venu en France il y a 2 ans, on t'a refusé l'asile, tu rentres volontairement. » La première fois. Il faut le rattraper une 2e fois pour que on puisse le renvoyer, en fait, pas avec la police. Sachez qu'il y a énormément, en plus, c'est une directive qui est complètement criminelle, on le voit en France, si vous suivez un peu les affaires, puisque, ce qui se passe, par exemple, la petite Lola, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est une femme d'Ayabé algérienne dont la demande d'asile était refusée, qui l'a tuée, et cette femme était en fait en OQTF, obligation de quitter le territoire français. Sauf qu'elle était dans la phase où c'était retour volontaire. Et donc, évidemment, elle est restée sur le territoire alors qu'elle aurait dû partir. Donc cette directive est extrêmement importante. Et elle est faite volontairement, évidemment. Les mecs ne sont pas cons pour empêcher le retour, hein, très clairement. Schengen, c'est le 3e truc le plus important, fait partie des traités européens. Or, Schengen, qu'est-ce qui est le traité européen de Lisbonne, notamment signé par Sarkozy, dit à l'article 77, l'Union européenne développe une politique visant à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures de l'Union européenne. Donc les frontières de la France, avec l'Italie, avec l'Allemagne, avec l'Espagne, vous n'avez pas le droit de faire des contrôles. Alors la police française essaie de faire des contrôles à 20 km avec des règles super foireuses, ce qui fait qu'ils arrivent à en attraper quelques-uns, mais ils n'ont pas le droit de mettre un poste frontière et de contrôler les gens, ce qui empêche tout. Donc, je vous ai donné 3 directives, mais en fait, c'est hallucinant, il y en a plein d'autres. Alors, je voulais remercier ici la personne qui m'a permis de découvrir ça, parce que je peux vous dire qu'au Front National, les types, ils bossent tellement pas qu'ils ne savaient pas ça. Moi, j'y étais, hein. Moi, j'y étais. J'ai été assistant parlementaire de Marine Le Pen, j'étais responsable sur l'économie pendant qu'il défendait la souveraineté nationale. C'est Romain Bessonnet du Cercle Aristote, et je lui rends hommage. C'est lui qui m'a donné le premier truc avec ces textes-là, de base, plus quelques remarques en me disant, et j'étais scotché, j'étais au Front National depuis 2 ans, je ne le savais pas. Pour vous dire comment les gens ne bossent pas et ne sont pas compétents. Et moi, je l'ai développé. Mais merci à Romain Bessonnet, puisque c'est lui vraiment qui nous a fait faire un saut là-dessus. Alors, donc, on a la directive européenne imposant le regroupement familial, vous voyez, je vous la mets là, 2003, elle vous dit le regroupement familial est un moyen nécessaire pour permettre la vie de famille, blablabla, et vous avez 50 pages là-dessus qui vous garantit et qui s'impose à la France. C'est-à-dire que si la France veut enlever la loi, elle ne peut pas le faire. Ensuite, la directive retour volontaire, donc votée par Sarkozy en 2008. Vous vous rappelez, Sarkozy qui voulait arrêter tous les flux d'immigration. En fait, en 2008, il laisse passer cette directive. Bon, il faut se dire que, en fait, peut-être qu'il était contre, j'en sais rien. Je n'ai pas retrouvé le vote au Conseil, mais en fait, de toute façon, ça se prend à la majorité qualifiée. Donc, même si la France est contre, si les autres sont d'accord, ça passe. Et donc, départ volontaire, c'est l'article 6, 7 qui compte. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de 7 à 30 jours pour le départ volontaire. Voilà. Je vous passe la directive qui fait 50 pages. Schengen, donc voilà, assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, l'article 77 du traité de Lisbonne. Et là, je vais vous en montrer, vous allez voir, c'est hallucinant. Alors, pour vous, je vous fais juste un petit point. On est obligé, comme on nous pipote partout, et on est obligé de s'y mettre, de comprendre la hiérarchie des normes au niveau du droit. Ce qui est important, c'est que les lois françaises, elles sont en dessous du droit européen et du droit de la Convention européenne des droits de l'homme et de la CEDH, donc. Et le droit français doit toujours être conforme avec les traités, le droit européen et la Convention européenne des droits de l'homme, qui lui sont supérieurs. Et le Conseil d'État, qui est la plus haute instance de l'État français sur le droit, dit « le juge doit juger avec le droit européen et avec le droit de la CEDH ». Et ça pose, vous allez voir, plein de problèmes. Alors, vous allez voir qu'on va regarder rapidement 15 trucs qui nous foutent, qui nous empêchent de gérer nos flux. Premièrement, interdiction de refoulement des bateaux interceptés en haute mer. C'est-à-dire que quand il y a un bateau de migrants qui est intercepté en haute mer près de l'Italie, la CEDH interdit que les bateaux soient renvoyés dans le pays de départ. Pour 2 raisons. Ils risqueraient des actes de maltraitance,
ce qui est l'article 3 de la CEDH, et article 4, les expulsions collectives sont interdites. Et c'est une expulsion collective si vous renvoyez le bateau. Enfin, voilà comment ils l'interprètent, hein, c'est des juges pro-immigration. Deuxième thème, le droit d'asile, c'est imposé par l'UE. Vous savez que le droit d'asile est délirant, et il est imposé par l'UE de façon la plus large possible. Pour des gens qui pensent, qui craignent d'être persécutés pour leurs opinions politiques, du fait de la race, de la religion, de l'appartenance à un groupe social. Vous voyez, c'est hyper large, vous pouvez y faire rentrer ce que vous voulez. Et là, c'est même pas dans la CEDH, c'est dans la Charte des droits fondamentaux, qui a la même portée juridique que les traités européens, donc qui, en fait, s'impose à la France. Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la Convention de Genève, etc. Et quand vous allez chercher, c'est ça. Donc c'est des procédures longues, en plus, qui mettent 6 à 8 mois, parce que rien n'est fait pour simplifier les choses. On va passer vite parce qu'il y en a 15, donc je voudrais juste vous montrer le délire. Les clandestins, quand ils arrivent, donc ils viennent illégalement sur le sol, vous n'avez pas le droit de les mettre en centre de rétention. Vous devez les laisser partir dans la nature. C'est interdit. C'est interdit. Alors là, c'est la directive 2013 du Parlement européen, séjour et liberté de circulation, placement en rétention. Les États membres ne peuvent pas placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur d'asile. Voilà. Donc l'État ne peut rien faire. Ensuite, on ne peut pas interdire donc l'expulsion collective des étrangers, c'est la CEDH, mais aussi la Charte des droits fondamentaux, article 19. Les expulsions collectives sont interdites. C'est simple, clair et net. Le retour des clandestins, donc on en a parlé, il doit être volontaire, c'est donc la directive de 2000 retour dont on a parlé. Ensuite, pourquoi, donc c'est un thème actuel, donc prenons-le, c'est intéressant, pourquoi il est très difficile d'expulser les fichiers S et même les terroristes? Parce que même pour les terroristes, c'est compliqué. Le droit de la CEDH dit qu'il est interdit d'expulser des radicalisés ou des terroristes vers des pays où ils subiraient des traitements, alors, torture, traitement inhumain et même traitement dégradant. Traitement dégradant, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Donc, il faut bien comprendre qu'aucune expulsion peut être déterminée par le préfet, le président, Darmanin. En fait, toujours recours au juge. Et le juge juge selon la CEDH, le droit européen, donc il est coincé. Donc pour faire des expulsions, c'est l'enfer. Darmanin en a fait 80 sur 4000 parce que tout le monde est énervé, donc il faut bien qu'il fasse semblant de faire un truc. Mais il va se faire taper sur les doigts, et s'il veut faire les 4000, là, on va se faire plier par la CEDH et même par le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État qui va dire « Mais attendez, vous ne respectez pas le droit, donc c'est pas possible, on se fera arrêter ». Alors, sachant que la CEDH, on peut en sortir théoriquement si on est dans l'Union européenne, même si on est dans l'Union européenne veut y adhérer, dans ce cas-là on ne pourra plus rien faire, mais pour le moment on peut en sortir, théoriquement. Sauf que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reprend tous les éléments de la CEDH. Donc si on en sort, ça ne sert pas à grand-chose, on a le même problème de l'autre côté, et on n'a pas la Cour européenne des droits de l'homme, mais la Cour de justice de l'Union européenne qui nous posera le même problème. Alors, donc, on n'a pas de frontière avec Schengen, donc les terroristes peuvent revenir facilement sur le sol, même quand ils ont été expulsés. C'est ce qu'on a vu avec l'affaire du père du terroriste d'Arras, qui est revenu comme il voulait. Maintenant, sur l'immigration légale. Donc, je vous ai dit qu'il y avait une directive sur le regroupement familial, on l'a vu. Ensuite, la politique des visas est gérée par l'UE. C'est le traité d'Amsterdam qui a donné la gestion de la politique des visas à l'UE. C'est hyper important parce que c'est ça qui vous permet de dire on accepte telle ou telle personne en France, même si c'est de façon temporaire, tel étranger. Alors ça peut être des visas de touristes, ça peut être des visas d'étudiants, des visas de travail, etc. C'est eux qui déterminent cela. Le droit au séjour, ça c'est une autre directive. La directive dit qu'un immigré ayant séjourné 5 ans en France, en fait, il a le droit de rester tout le temps. Il a le droit au statut de résident de longue durée, qui se renouvelle automatiquement, sauf s'il représente une menace réelle et grave pour l'ordre et la sécurité publique. Voilà. Et encore, là, ils vont le dire, oui, mais il a une vie familiale, il a des enfants, donc en fait, ça compte pas. Il aura fait 3 enfants. Le droit à toutes les aides sociales à égalité avec les nationaux, donc ça, c'est imposé par l'Union européenne aussi, pour tous les résidents de longue durée. Après, je ne suis pas allé voir plus dans le détail, parce que il y a un fouillis, je vous en ai déjà trouvé 15, vous voyez, en travaillant j'en ai trouvé 8 de plus que la dernière fois, mais j'ai travaillé un peu, mais il y en a encore d'autres. Hein. L'Union européenne définit aussi les conditions d'entrée et de séjour des immigrés, c'est le traité qui le dit explicitement, donc ce n'est pas l'État français qui le gère. Alors là, ça va plus loin, ça m'a fait marrer, je vous les ai mis, même si ça n'a pas beaucoup d'importance, mais l'Union européenne définit même les conditions d'entrée et de séjour pour les études ou la recherche. Donc pour les étudiants, la recherche et tout, c'est l'Union européenne, c'est une directive de 2016.
le droit à venir travailler dans l'Union européenne pour un travail saisonnier. Bah ouais, ils ont fait une directive spéciale qui s'applique en France, que j'ai retrouvée, et que j'ai retrouvée juste par Google, vous les retrouvez. Hein, vous cherchez directive Union européenne, droit travailleurs saisonniers, et vous retrouvez le texte. Et même le droit relatif, alors là c'est le truc bisounours complètement délirant, relatif au séjour des clandestins qui ont été victimes de la traite des êtres humains et qui coopèrent. Donc ça veut dire que le mec il est arrivé avec un passeur, il dit le passeur méchant, donc en fait le passeur méchant, moi coopérer avec la justice, et c'est terminé. Et donc il y a une directive qui va lui permettre de rester tranquille. Donc vous voyez, quand vous voyez ça, la blague que sont les discours politiques des gens qui ne le connaissent même pas. Hein. Je peux vous dire, il y a très peu de gens qui connaissent ces trucs-là. Il y en a certains quand même assez sérieux, mais qui sont en métapolitique. Par exemple, Jean-Dominique Schuttel, si vous voulez le regarder, qui est ex-secrétaire général du Conseil constitutionnel, une référence en droit, maintenant il est au Conseil d'État, donc c'est un juriste hors pair. Il a fait un article dans le Figaro et il dit « L'immigration et l'asile sont régis par le droit européen ». Voilà. Bah, exactement ce qu'on a vu, de façon résumée. Bon, comme il veut écrire dans le Figaro, il n'est pas aussi méchant que moi, mais il dit bien que tout est régi par le droit européen et qu'on est impuissant. Donc tout ça, ça explique l'explosion de l'immigration dans tous les pays de l'Union européenne, puisque personne ne peut s'en défendre. Donc, en fait, l'Union européenne, elle est immigrationniste, très clairement, elle a voté des lois pour ça. Les cours de justice de l'Union européenne qui s'imposent à nous, qui sont au-dessus du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, puisque quand vous faites vous pouvez aller même au-dessus de la Cour de casse, par exemple, à la Cour de justice de l'Union européenne, eh bien, aussi sont toujours immigrationnistes. Elles donnent toujours l'interprétation de la loi vers les immigrés, contre les États. Et ça va même tellement loin, le délire, si vous voulez, que la CEDH, on a des trucs où ils disent, bon d'accord, le type il est dingue, c'est une menace pour la sécurité publique, mais vous n'avez pas le droit de le renvoyer. C'est une menace pour l'État, mais vous n'avez pas le droit de le renvoyer. Et ça, c'est de la jurisprudence, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils l'ont décidé, tout le monde peut le réinvoquer devant la justice française. C'est complètement fou. En plus de ça, les commissaires européens, ils réclament une politique immigrationniste, donc je vais vous faire quelques... Parce qu'eux, ils pensent que, comme il y a baisse de la population en Europe, il faut plus on vieillit, donc il faut plus d'immigrés. Alors, je vous cite, vous pouvez le retrouver aussi, Marguerite Chinas, vice-présidente de la Commission européenne, pas n'importe qui, numéro 2, chargée des questions migratoires. La migration légale a un impact positif à tous égards. Tous égards et tout le temps. Ylva Johansson, haute commissaire européenne. Nous avons besoin des gens, notre société vieillit, mais nous avons aussi besoin de nouvelles voies d'immigration légale. Donc voilà, donc pourquoi vouloir rester dans une institution qui est ouvertement immigrationniste et qui nous met un corset juridique, vous voyez, imposant d'avoir de gros flux d'immigration quand on veut arrêter les flux d'immigration. D'ailleurs, là, effectivement, Martin l'a très bien dit, Mélanie, qui est arrivé, c'est l'Union des droites, Mélanie. Hein. Donc il y a beaucoup de gens, vous savez, en France, je ne vais pas donner des noms, mais qui veulent l'Union des droites, en disant que ça va être magnifique. Bah, Mélanie, c'est Fratelli d'Italia, allié avec Salvini, la Lega, allié avec Forza Italia, l'ancien parti de Berlusconi qui pèse encore 7%. Donc ils sont alliés, ils ont gagné le pouvoir. Ils avaient promis d'arrêter les flux d'immigration. Les flux d'immigration illégaux ont doublé. Voilà. Moi, je l'avais annoncé, tous les identitaires, etc., entre guillemets, parce qu'il y en a des intelligents, hein, mais les identitaires qui sont sur les réseaux avaient dit, ils vont arrêter les flux d'immigration. En fait, rien, c'est le double. Et elle a dit, bah, je pensais faire mieux. Ouais, d'accord, mais c'est quand même pas tout à fait suffisant. C'est pas tout à fait suffisant. Et alors là, on assiste à des délires, mais on fera une dernière partie pour en parler. Par exemple, Damien Rieu, qui a combattu toute sa vie l'immigration, voire même violemment. En fait, il a expliqué sur Twitter récemment que, en fait, Mélanie, si le patronat demande des immigrés pour l'immigration de travail, bah, il faut le faire, elle a raison. Voilà. Délirant, quoi. Je veux dire, délirant. Le combat d'une vie, c'était ça. Puis finalement, si le patronat demande, on va le faire. On va faire un petit exercice pratique ensemble. En fait, on va profiter de tout ce qu'on a appris pour faire un petit exercice pratique. Pourquoi les migrants, en fait, arrivent à Lampedusa et qu'on n'arrive rien à faire ? Bah, déjà, dès qu'un migrant est intercepté en mer, on l'a vu, en fait, on ne peut pas renvoyer le bateau. Donc le bateau, on est obligé de les faire débarquer pour leur donner des soins, de la nourriture, etc. Ensuite, donc ça, c'est la CEDH qui l'interdit. Ensuite, quand le migrant a débarqué, il est obligatoire qu'il puisse demander l'asile. Ça, c'est l'Union européenne, on l'a vu. Qui est une procédure longue, qui dure de 6 à 8 mois minimum. On a vu que le placement en rétention des clandestins est interdit par le droit européen.
Donc, sauf menace grave, mais enfin, si le type arrive, on ne le connaît pas, donc on ne sait pas si c'est une menace grave, donc c'est interdit de le placer en rétention. Donc, il va pouvoir se déplacer librement dans l'Union européenne, avec les frontières de Schengen ouvertes, et il va s'évanouir dans la nature. Si sa demande d'asile est refusée, c'est 80% des cas, ben dans ce cas-là, les lois de l'UE imposent, on l'a vu, que le départ soit volontaire. Donc il disparaît une nouvelle fois dans la nature, même s'il a la malchance d'être attrapé. Donc il faut l'attraper une deuxième fois pour le faire revenir, avec des problématiques. S'il a eu des gamins, un gamin, là on dit non, il a le droit à rester parce qu'il a un gamin qui est né sur le sol français, qui est français, donc il a le droit à rester. Donc on ne peut plus rien faire. Et donc, même si on arrive à l'expulser, il faut l'expulser un par un ou deux par deux. En fait, expulsion collective interdite. J'ai un ami, c'est pas du délire, il est sur la base de Nîmes, il travaille sur l'été sur le feu en fait avec les Dash, et l'hiver il travaille à renvoyer les clandestins. Il me dit on les renvoie deux par deux. C'est un foutage de gueule intégral quoi. Donc ils prennent un petit avion qui coûte une fortune, ça coûte 15 000 euros, 20 000 euros, et ils ramènent les clandestins deux par deux. Donc vous avez compris pourquoi il n'y a rien qui fonctionne, et toutes ces lois donc qui font que les types, une fois qu'ils ont débarqué, ils sont en mer, ils sont sûrs de venir et qu'on ne peut pas les renvoyer, bien tout ça c'est bloqué, verrouillé par l'Union européenne. Et en fait, si vous sortez de l'Union européenne, vous pouvez prendre toutes les lois que vous voulez pour gérer vos flux, comme vous l'entendez. Là, ce n'est pas possible. Alors pourquoi il y a effectivement tous les gens à ce moment-là, ils nous disent, les médias ou les identitaires, ils nous disent oui, mais il y a le Brexit et ils n'ont pas arrêté les flux d'immigration. Alors ça c'est vrai. Mais vous pouvez répondre, première chose, le Japon, qui est un pays souverain, il n'a pas de flux d'immigration, pas du tout, chez lui. Ça fait 50 ans qu'il n'a pas de flux d'immigration, que le monde entier en a. Donc il y arrive. C'est une île d'ailleurs comme le Japon. L'Australie, ils ont arrêté complètement les flux d'immigration illégaux en prenant des lois, etc. Donc déjà, il y arrive. Alors pourquoi, effectivement, le Royaume-Uni n'y arrive pas ? Parce qu'en fait, ils ont pris un type qui s'appelle Richie Sunak, financier, milliardaire, de la City. Et en fait, le type, il est juste mondialiste et immigrationniste. Donc en fait, il n'a pas du tout... En fait, pour lui, il faut continuer à faire venir des flux d'immigration. Alors d'ailleurs, comme il avait une énorme pression de l'opinion publique anglaise, on ne peut plus, alors il a fait semblant. Je vais vous dire, et là, vous allez voir dans la mécanique de ces manipulateurs. Donc il a dit, on va faire un truc, on va les envoyer au Rwanda, les migrants illégaux. Sur le légal, on ne fait rien, mais sur l'illégal, on les envoie au Rwanda. Ouais, sauf que comme il est resté dans la CEDH, les juges ils disent non, c'est pas possible, c'est interdit par la CEDH, par le droit de la CEDH. Et donc il a fait tout un flanc devant les médias, on va les renvoyer au Rwanda, on est ferme. Et en fait le truc a été annulé, c'est pas possible. Mais vous voyez, c'est de la manipulation. C'est-à-dire qu'ils font semblant d'eux en jouant, sachant que, voilà. De toute manière, c'était très simple, il suffisait qu'ils annulent la possibilité de regroupement familial, ils l'ont pas fait. Il suffisait qu'ils sortent de la CEDH, il suffisait qu'ils fassent un permis de travail comme les Suisses pour le faire, et ils l'ont pas fait. En fait, si vous voulez, l'avantage du Royaume-Uni, c'est que l'establishment a accepté finalement des conservateurs de sortir de l'Union européenne après le clash qu'a fait Nigel Farage, il leur a imposé. Le problème, c'est que c'est toujours l'establishment mondialiste qui est au pouvoir. Et donc, ils ont viré Bojo, qu'il était un peu moins, même s'il a déconné avec le Covid et l'Ukraine. Mais lui, il voulait arrêter, ils l'ont viré. Et puis maintenant, c'est parti en vrille. Alors, est-ce qu'on a des solutions à la crise migratoire actuelle dans un pays souverain ? Donc là, ça va aller très vite, parce que c'est très simple. Solution pour une France souveraine avec des flux d'immigration quasi nuls. Parce qu'il faut partir sur des flux quasi nuls. Bien sûr qu'il y en aura quelques-uns qui arriveront, mais il faut partir sur une position tranchée et claire. Alors, sur l'immigration légale, première chose, c'est mettre fin au droit au regroupement familial. Interdit par l'Union européenne, mais si vous avez le droit français, il suffit de voter une loi, c'est terminé. Vous mettez un permis de travail pour les étrangers, comme en Suisse. Donc ça veut dire, et avec vous pouvez limiter le nombre de permis de travail au maximum pour prendre que des étrangers très qualifiés dont vous avez besoin éventuellement. Mais vous le limitez au maximum. Donc ça veut dire que vous avez le problème du regroupement familial qui est réglé, et puis ce qui est à peu près, je crois, un tiers des flux d'immigration. Et puis les étudiants étrangers aussi, la majorité devront repartir, sauf si vous en avez vraiment besoin parce qu'ils sont hyper qualifiés et il y en a un besoin urgent. Sinon, on prendra un Français. Parce que quand même, on se fout de la gueule du monde. On pique, par exemple, on ne forme pas des jeunes Français qui ont 20 ans. On leur dit, non, t'es pas assez bon pour faire des études de médecine. On va piquer des médecins formés en Afrique, alors que les Africains en ont besoin, et on empêche les jeunes Français de faire médecine. C'est d'une connerie absolument extraordinaire, tout ça. C'est-à-dire que c'est mauvais pour les Français, c'est mauvais pour les Africains. Voilà, donc c'est d'une bêtise absolument incroyable. Et puis, dernière chose, remettre en place le droit du sang. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, quand une femme arrive en Guyane ou à Mayotte et qu'elle accouche,
Aujourd'hui, en fait, elle dit j'ai accouché sur le sol de France, mon enfant est français, donc vous devez me garder. Et là, sinon, la Guyane va être complètement, et Mayotte vont être complètement débordés, ils le sont déjà en partie pour Mayotte. Et donc, il faut absolument remettre en place ce droit du sang. Après, on peut naturaliser des gens qui sont étrangers, mais parce qu'ils le méritent, parce qu'ils aiment la civilisation française et la France. Et ils parlent bien français, quoi. Ça, c'est assez simple pour les règles de naturalisation de faire ça. Immigration illégale, donc il faut contrôler très sérieusement les frontières, ce qui nous est interdit aujourd'hui. Limiter le droit d'asile au droit d'asile politique, comme dans les années 60, on avait quelques dizaines de personnes qui étaient acceptées. Mettre en rétention tous les clandestins pendant leur demande d'asile, mais avec une demande d'asile extrêmement courte. Une justice, on embauche les gens et on change le droit pour que ça aille très vite, tout simplement. Et ça, c'est tout à fait possible. Une juridiction unique, claire, rapide. Pour les 99,9% des demandes d'asile qui seront refusées, on les expulse par la force et de façon groupée. Par la force, ça veut dire qu'on les met dans des avions et les renvoie dans leur pays. De toute manière, ils restent en centre de rétention tant qu'ils ne sont pas renvoyés. Et derrière, évidemment, vous allez me dire, il y a le problème du pays d'origine. Enfin, c'est assez simple, hein. Le Mali reçoivent... Il faudrait que je regarde le chiffre exact, mais à mon avis, c'est des milliards de la France et c'est hyper important pour un pays comme le Mali et d'autres pays. Bien, vous dites, OK, c'est les flux d'argent qui viennent des Maliens en France. C'est-à-dire que Montreuil, c'est la deuxième ville du Mali, quoi, en fait, voilà, elle est en France. Hein. Et bien, pour ces gens-là, on coupe les flux financiers de la France vers le Mali, dans ce cas-là, on coupe l'aide de développement, et je peux vous dire qu'ils vont vite se calmer, quoi. Voilà, ça ne va pas être un problème, ils vont vite se calmer, et on laisse les gens pendant ce temps en centre de rétention. Sauf s'ils signent un papier en disant je rentre volontairement. Voilà, après, il faut de la fermeté, parce que là, on est juste le paillasson du monde, et tous les pays se foutent de notre gueule, quoi. Notamment ces pays africains. Donc voilà, quand on est sorti de l'UE, tout ça est extrêmement simple et on peut le faire. Alors maintenant, dernière chose avant la conclusion, imaginons Zemmour et Marine Le Pen, leur position c'est quoi? C'est qu'ils vous disent « Ah ouais, mais nous on va être majoritaire au Parlement européen, on va changer les règles du jeu ». Alors déjà, si vous regardez, mais vous prenez le groupe le plus grand, donc le groupe Identité Démocratie ou LERN, le groupe ECR hein, au Parlement européen, où devrait être Zemmour, ce qui fait 5%, ce qui n'est pas du tout sûr, eh bien ça fait 130 députés. Il faudrait qu'il passe à 360 députés pour pouvoir prendre la majorité. Donc il faut qu'il triple. Franchement, très très improbable. Hein. Faut pas rêver. C'est pas parce qu'en France c'est très compliqué que ça va tripler. D'ailleurs en France, est-ce que le RN va tripler? Non. 2014, 2019, ils ont à peu près le même nombre de députés. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose des députés au Parlement européen? Rien. Hein. Est-ce qu'ils ont arrêté la politique migratoire? Fait quelque chose? Rien. Effectivement, vous pouvez informer les Français. Enfin, c'est pas de l'action, c'est juste de l'information. Et eux encore, ils désinforment. Autre chose. Donc, ils nous disent ouais, d'accord. Bon, quand on a inventé le truc, ils disent « Ah ouais, d'accord, mais on va prendre la majorité au Conseil des présidents de l'Union européenne. » Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir, sur les 27 pays, il faut avoir 18 Mélanie ou Marine Le Pen. Donc, si vous voulez, le truc est d'une improbabilité, je veux dire, ça va arriver dans 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Très, très improbable, sachant qu'en plus, Mélanie... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui vous mentent sont des traîtres. Donc ils vous mentiront jusqu'au bout, ils vous rouleront dans la farine jusqu'au bout. Il ne faut jamais voter pour des gens qui vous mentent. Mélanie, par exemple, de la fameuse Union de droite, a dit en Conseil des ministres, en juillet, elle a dit, vous pouvez retrouver les articles de presse, et Salvini aussi, donc l'allié de Marine Le Pen et de Zemmour, ils ont dit, bah ouais, on a besoin d'immigrés pour le travail. Donc en fait, c'est avec ces gens-là qu'on va arriver à faire des lois contre les flux d'immigration. Donc, et en plus, de toute façon, pour le moment, il n'y en a que un ou deux qui servent. Donc, c'est complètement improbable. Alors, ils ont la dernière astuce de se dire, bon, les Français, ils sont trop cons en droit, ils ne comprennent pas le droit, on va les rouler dans la farine. Donc, on va utiliser la Constitution. Donc, ils vous disent, ouais, on va mettre le droit français supérieur au droit européen sur l'immigration. Il y a encore un article là-dessus. Ça, c'est la position de LR, de Marine Le Pen et de Zemmour. Encore un article du Figaro qui reconnaît qu'ils ont menti depuis 30 ans. Là, il y a un article de Yves Tréhard qui dit... Ah bah ouais, en fait, on ne peut rien faire dans l'Union européenne sur l'immigration. 30 ans de mensonges du Figaro. 30 ans. Voilà. Là, Yves Tréhard, éditorialiste vedette, vient enfin de le reconnaître. Par contre, il vous balance un autre mensonge. Ouais, mais la Constitution, on va se débrouiller et tout. Sauf que, si vous mettez le droit français supérieur au droit européen sur l'immigration, à partir à l'Union européenne, c'est d'avoir placé dans la Constitution que le droit européen est supérieur au droit français. Donc en fait, vous mettez une contradiction.
Donc déjà, c'est impossible de mettre un truc qui se contredit complètement. Donc le Conseil constitue, le Conseil d'État, si vous en avez un, même si c'est pas Fabius qui est là, il dira bah non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire que A est plus grand que B et A est plus petit que B en même temps. C'est une absurdité. Et si vous le faisiez, ça serait un bordel juridique monstre. Donc ça, c'est pas une solution et ça ne marche pas. Puis en plus, les types sont des kamikazes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réfléchi à ça. C'est-à-dire que Zemmour qui arrive au pouvoir, Marine Le Pen, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire bon. Alors ils vont faire des grands trucs, ouais, nous on arrête les flux d'immigration, on a du courage et tout, on en a, vous allez voir. Et ils vont insulter l'Union Européenne en disant maintenant on arrête, puis l'Union Européenne ils vont faire quoi? Ils vont faire comme ils ont toujours fait. C'est kamikaze quand vous n'avez pas la Banque centrale, parce que la Banque centrale européenne, tous les jours elle prête des milliards et des milliards d'euros aux banques françaises. Le système bancaire, je ne vais pas vous expliquer en détail, mais les banques privées elles empruntent tous les jours de l'argent aux banques centrales pour se refinancer, ce qu'on appelle. Ben, les banques françaises n'auront plus accès à ça. Alors soit elles peuvent le faire brutalement et tout s'effondre, soit elles le font progressivement et l'économie française est serrée. Et donc elle va s'effondrer. Donc qu'est-ce qu'il va faire face au chantage un Zemmour ou une Marine Le Pen? Ben, il n'y a qu'une seule chose à faire dans ce cas-là, c'est sortir de l'euro, être prêt, savoir ce qu'on fait et sortir de l'euro immédiatement. Ils ne veulent pas, ils en ont peur. Ils ont plus le... Et donc de toute façon, ils ont dit à tous les Français on ne va pas le faire. Donc ils ne vont pas arriver au pouvoir et dire ah ben en fait on le fait. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Comme Tsipras, il fait voter un référendum en 2014 en disant 65% des Grecs disent on ne veut pas d'austérité. Problème, la Banque Centrale Européenne a fait qu'il n'y a plus un billet de cash retirable dans les banques grecques. Bon, tout s'effondre. Il est obligé une semaine après de dire bon, on a voté non à l'austérité, mais je suis obligé de faire le programme de l'UE. Donc ils vont céder. Ou alors Salvini. Ça a été beaucoup moins médiatisé. Salvini, quand il est arrivé au pouvoir, il a commencé à dire bon, sur l'immigration, on va arrêter. Qu'est-ce qu'a fait la Banque centrale? Elle a arrêté, par différentes magouilles, elle a fait que les taux italiens sont devenus très chers. Et Salvini, il a été obligé de refaire 2 fois son budget. 2 fois son budget. C'est-à-dire qu'il avait fait un budget, on lui a dit non, tu fais 2 fois ton budget. Et comble de l'humiliation, il avait un budget qui était moins en déficit que la France, largement. La France, on ne lui a rien demandé, mais Salvini, on lui demandait de refaire son budget pour lui mettre la pression, en lui disant voilà, maintenant tu obéis à l'Union Européenne, sinon tu vas prendre une fessée. Donc là-dessus, vous pouvez absolument rien faire. Puis dernière chose qui est tout à fait problématique, c'est que les gens qui essayent d'accéder au pouvoir en n'ayant qu'un discours sur l'immigration, c'est problématique parce qu'il y a une crise économique, il y a une crise sociale qui est monstrueuse. Hein. Il y a 20% des gens qui n'arrivent pas à manger, mais en fait, ça ne les intéresse pas, quoi, en fait, en gros. Et ça, c'est quand même très lié à l'Union européenne, au libre-échange, désindustrialisation, tout ce qui a été provoqué. Il y a aussi le fait... la crise de l'énergie, pareil, c'est très compliqué de sortir du marché européen de l'énergie. Bon, la France pourrait le faire parce que l'Espagne a eu le droit. Théoriquement, elle n'a pas le droit de faire, mais là-dessus, elle pourrait le faire tellement le truc est énorme et tout le monde le voit. Maintenant, vous avez tout à gérer en même temps. La crise écologique, pareil, parce que même moi, si je ne suis pas un alarmisme climatique, il y a un truc à faire sur l'écologie, l'environnement. Et ça, vous ne pouvez rien régler, c'est l'Union européenne qui décide. Donc là, vous êtes bloqué, et ça n'est pas du tout attirant pour les électeurs d'être obsessionnels et de parler qu'un seul sujet. Même si ce sujet est fondamental. En plus, ça vous donne l'impression, tous les médias disent vous parlez que de ce sujet, donc vous êtes raciste. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est ça le piège de parler que de l'immigration. Je ne dis pas qu'il faut se laisser aller, arrêter les flux d'immigration, c'est pas être raciste, c'est tous les pays du monde le font, donc tous les pays sont racistes dans ce cas-là. Hein. Parce que le Bangladesh, ils arrêtent les flux d'immigration, la Birmanie, ils les arrêtent, donc il n'y a que la France qui n'a pas le droit de les arrêter sans être traité de raciste. Donc. Mais disons que c'est beaucoup mieux d'avoir plusieurs thèmes. Alors, dernière chose, je fais la conclusion et après on passera sur des questions si vous en avez envie. Donc il y a 3 batailles en fait sur l'immigration. Il y a la bataille idéologique, c'est ce que disent les identitaires. Effectivement, elle a été gagnée. 70% des Français, 80% veulent arrêter les flux d'immigration. Même moi, des fois, je prends un taxi, c'est un immigré, il me dit moi je vote Marion Maréchal Le Pen ou je vote Marine Le Pen. Vous voyez, donc il y a même plein d'immigrés qui n'en peuvent plus des immigrés qui arrivent et qui font qu'eux n'ont plus leur place, quoi. Ça pose des problèmes à tout le monde. Elle est gagnée. Par contre, on ne va pas gagner la bataille idéologique sur les médias. C'est-à-dire que les journalistes, ils ne vont pas dire non, on vous a raconté des bêtises depuis 40 ans. En fait, l'immigration, c'est un problème. Enfin, ça va être très compliqué qu'ils arrivent à dire ça. Là, ils peuvent le dire un peu avec la guerre de façon étonnante avec le conflit Israël-Hamas, mais ce n'est pas possible. Pareil pour les politiques du système. Tous ceux qui avouent ça sont cramés. Donc il y a la bataille idéologique, elle est gagnée. Maintenant, il faut la bataille pour gagner le pouvoir et la bataille, quand on a gagné le pouvoir, de l'action. Et si vous n'avez pas de souveraineté, vous n'avez pas la capacité de décider, c'est l'UE qui l'a dans la majorité des cas qui vous bloque. Pour avoir l'action, il faut avoir la souveraineté nationale.
Alors, je vais reprendre vite fait ces problèmes d'identité dont on parle. Enfin, je ne vais pas expliquer dans le détail ce que c'est, ça a été bien dit par Martin. Mais disons que défendre l'identité française, c'est revendiquer qui nous sommes, en fait. Qui nous sommes et nous défendre par le verbe, quoi. Défendre nos racines, notre patrie, nos parents, par le verbe. Ça, c'est très bien. Mais défendre la souveraineté nationale, c'est défendre la chose par l'action. Et le verbe et l'action vont main dans la main. Vous le comprenez bien, ça va main dans la main. Et donc, en fait, identité nationale et souveraineté nationale, c'est juste les deux faces de la même médaille. C'est complètement, si vous n'êtes pas souverain, vous ne pouvez pas défendre votre identité, ou alors vous le faites comme le font les Bretons. C'est du folklore, malheureusement pour eux. Les Bretons, par exemple, ils défendent leur identité, mais par du folklore, en mettant leur chapeau, vous voyez, mais tout ça disparaît forcément au bout d'un moment. Pareil pour les Alsaciens. Et donc, et la souveraineté, si vous avez la souveraineté, mais vous ne savez pas qui vous êtes, vous n'avez pas d'identité, ça n'a pas de sens d'avoir de la souveraineté. Vous ne savez pas où aller. Donc les deux sont pareils. Et ce qui est assez gênant, si vous voulez, je fais un truc global, hein, je ne dis pas que tous les souverainistes ou les identitaires sont ça. Comme ça. Mais grosso modo, c'est à peu près la vérité. C'est que les souverainistes comme moi, et probablement comme vous, ont réfléchi et se sont dit, bah oui, c'est important de défendre l'identité. Ce qu'on est, ce qu'on représente, notre passé, etc. Et notre présent, pour aller vers notre futur. Par contre, les identitaires, ils nous prennent pour des cons. C'est-à-dire qu'ils nous disent, ah ben non, la souveraineté nationale, ça ne sert à rien. Alors vous voyez que, justement, ils ne peuvent rien faire. C'est-à-dire que essayer d'arrêter les flux d'immigration en restant dans l'UE, c'est comme essayer de casser un mur à main nue, quoi. Voilà, c'est ce que je disais à Le Gallou. C'est comme casser un mur à main nue. Bah, vous amenez le Frexit, vous avez un bulldozer, le mur, il se casse tout de suite, quoi. Et en fait, c'est beaucoup moins douloureux et c'est beaucoup plus efficace, quoi. Je me suis un peu moqué de lui parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Et là, en fait, on a quand même quelque chose. Et on a un problème. Alors moi, je ne veux pas qu'il y ait une guerre identitaire souverainiste, mais franchement, les identitaires doivent quand même comprendre que la souveraineté c'est nécessaire, mais il y a une dérive beaucoup plus grave, c'est-à-dire qu'il y a une partie des identitaires qui ne défendent plus l'identité nationale, ils ne vous parlent plus de France, ils défendent l'identité européenne, ce qui derrière finalement est juste la race blanche à travers l'Europe, quoi. Voilà, uniquement ça. Et si vous voulez, ce qui est gênant, par exemple, moi je vois une affiche de Zemmour, je lui ai commenté sur Twitter, hallucinant, il dit non à la France-Afrique, choisissez l'Europe. Choisir l'Europe et pas la France-Afrique. Pourquoi dire choisir l'Europe? Vous voyez, il nous entraîne vers l'Europe. Il ne parle plus d'Europe, il ne parle plus de France. Donc on a un problème parce qu'ils défendent. Et si vous défendez l'identité européenne, vous défendez la souveraineté européenne. Donc en fait, ils veulent nous noyer, ils n'aiment plus la France. Alors que la France, bien sûr qu'on est mal à un point incroyable, probablement aussi mal que dans la crise où il y a eu la guerre sur le sol de France avec Jeanne d'Arc, mais n'empêche que on a réussi à rebondir. Le peuple français, le problème c'est qu'il a ces élites qui trahissent à répétition dans l'histoire. Je ne sais pas comment on peut régler ça, c'est une vraie problématique. Et c'était ce qui s'est passé pendant la guerre de 100 ans et Jeanne d'Arc. On a rebondi. Pareil, les élites ont trahi quand elles ont signé l'armistice avec Hitler et nous ont déshonorés, en fait, d'une certaine manière. Maintenant, ce n'était pas la France. Heureusement que le général de Gaulle a été là et a dit non, ça, c'est pas la France. La France libre, elle est avec moi. Et elle est à Londres, quoi. Heureusement. Sinon, c'était un déshonneur. Et certes, c'est un déshonneur contre des souffrances pendant quelques temps, mais c'est un déshonneur qui marque et qui tient, qui colle dans l'histoire. Donc, on est capable de rebondir, et donc, c'est certainement pas le moment de baisser les bras. C'est le moment de défendre la France de toutes nos forces, parce que ça n'existe pas. L'identité européenne, la souveraineté européenne, tout ça. Ce sont des gens qui ne connaissent pas d'ailleurs les autres pays, parce qu'aller parler avec des Allemands et voir ce qu'ils veulent les Allemands, ce que veulent les Français, vous verrez qu'on n'a rien à voir. Très peu de choses à voir. On a des choses à voir dans la culture, etc. Mais sur la façon d'être, sur le mode de vie, sur la façon de penser, la vision de l'homme, on est différent. Et c'est cette différence qui était dans des États-nations différents, c'est à ce moment-là que l'Europe était forte. C'était quand l'Europe était dans des États, avec même tellement différents que les États-nations se faisaient parfois la guerre. Ben, c'est le moment où elle était forte. Alors que c'est depuis qu'on est sous le carcan d'une seule pensée, d'un seul mode d'action qui est l'Union européenne, qu'on est faible. Donc si on veut défendre même la civilisation européenne, comme le disent les identitaires, on doit sortir de l'Union européenne. C'est bien pour la France, mais c'est bien pour tous les autres pays. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. C'est la fin de la conférence et on passe aux questions.